cette radio. La bonne radio. Et bien de retour sur cette radio et toujours en direct avec une grande récré spéciale Club Radio au collège-lycée Saint-Joseph-de-Naye. Alors, on va faire quelques pas de quelques années en arrière, beaucoup même peut-être, un petit peu d'histoire. Ça va nous changer ça. Parce que d'habitude on fait des histoires, mais là on va repartir dans l'histoire. C'est bien ça nous rappelle des choses. C'est bien. Donc Bastien est avec nous et on va te laisser démarrer ta chronique quand tu veux. Et oui, je te posais la question, pourquoi tu l'avais choisi, il me semble, non ? Non. Eh bien voilà, c'est le moment d'y répondre. Tout simplement parce que le film m'a passionné, j'ai eu envie de me renseigner un peu plus et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus à dire en réalité que le film n'en dit réellement. Donc j'avais envie de partager cette histoire depuis le début de l'année, depuis même avant le début de l'année. Au final, j'ai été un peu en retard, mais l'article est ici, donc je vais enfin pouvoir terminer l'année en beauté finalement. Allez, c'est parti, on t'écoute. Alors, justement, en parlant du film, récemment, il y a un petit film, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a été nominé aux Oscars, qui a assez fait parler de lui, donc c'est Oppenheimer par Christopher Nolan. Mais c'est pas du film dont on parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce dont on parle, c'est du sujet du film, à savoir Oppenheimer, le père de la bombe atomique, ou plutôt Julius Robert Oppenheimer, qui naît donc à New York le 22 avril 1904. Très tôt, c'est un garçon extrêmement brillant et intelligent. Pour vous donner un ordre d'idée, il sait parler très rapidement 6 langues, dont le latin et la langue sacrée de l'hindou. Rien que ça doit normalement vous montrer que c'est un garçon très curieux, très touche-à-tout. Mais justement, à 18 ans, il part continuer ses études à l'étranger, notamment à des écoles comme Harvard et Cambridge, parce que visiblement, on a les écoles qu'on mérite. Et donc, à Cambridge et Harvard, il va se spécialiser en physique. Il reviendra à l'âge de 25 ans aux États-Unis en 1929 où il sera l'un des tout premiers docteurs en physique dans un domaine donc qui était encore sous-représenté à l'époque. Mais justement ce domaine, en 1938, il va être absolument révolutionné par 2 physiciens allemands qui vont avoir trouvé comment diviser l'atome, chose qui était presque considérée comme impossible à l'époque. Mais donc cette division de l'atome, elle va mener à 2 hypothèses. La première qui est d'utiliser l'énergie obtenue, qui est colossale, ce qui donnera les centrales nucléaires qu'on a aujourd'hui. Mais la deuxième, c'est de créer une bombe à travers une réaction en chaîne. Et là, si jamais vous avez écouté ce que j'ai dit au début avec le père de la bombe atomique, vous savez que c'est sur cette deuxième théorie qu'on va se pencher dans cet article. Donc le projet Manhattan naît pour trouver la bombe atomique avant l'Allemagne nazie. Parce que vous vous doutez bien que si les États-Unis ont eu cette hypothèse, l'Allemagne nazie qui a eu l'information de la division de l'atome avant, l'a eu aussi. Et donc, il va falloir les meilleurs. Et parmi les meilleurs, évidemment, on trouve notre très cher Oppenheimer, qui devient directeur donc du projet Manhattan en 1942. Reste que le scientifique est espionné par le FBI parce qu'il est soupçonné d'être un partisan communiste. Il travaillera donc en secret au Nouveau-Mexique, à Los Alamos, qui est une ville fantôme, à l'abri des regards. Et le fait de pouvoir travailler à l'abri des regards, ça va leur permettre en 1945 de débuter le premier essai nommé Trinity qui se révélera être un franc succès. L'arme atomique est donc née. Maintenant, en 1945, on est au moment où l'Allemagne nazie a déjà capitulé, avant même que les États-Unis aient pu n'utiliser ne serait-ce que la menace nucléaire. Donc, il n'y a plus vraiment de raison d'utiliser cette arme. Mais les États-Unis vont quand même décider de larguer 2 bombes, une première sur Hiroshima et la deuxième sur Nagasaki, au Japon, dans le but de faire capituler ce pays qui refusait de capituler jusqu'ici. Donc après le, entre guillemets, succès de ces opérations, Oppenheimer aux États-Unis est donc vu comme un héros. Mais c'est très rapidement qu'il confiera avoir du sang sur les mains. Et pour cause, il est indirectement la cause de la mort de plus de 110 000 personnes. 110 000 personnes civiles et innocentes, on le rappelle. Et donc, c'est assez logiquement qu'il ait pris de violents remords. Se voyant comme l'homme qui a mis la bombe atomique, donc l'arme la plus puissante de l'époque qui n'ait jamais existé, entre les mains d'un pouvoir en lequel il avait confiance, mais ne souhaitant au final qu'asseoir sa domination sur le reste du monde. Et donc, face à ces remords, il sera au final décrié, notamment par le président de l'époque, qui le qualifiera de, je cite, scientifique pleurnichard. Donc, c'est aussi assez logiquement que lorsque le projet de bombe à hydrogène, qui est une bombe qui devrait être encore plus puissante et destructrice que la bombe atomique, naît en Amérique, Oppenheimer, qui connaît les dégâts d'une telle arme, va s'y opposer fermement, ce qui l'amènera donc à être d'autant plus mal vu par le pouvoir et par la société.
Il sera donc accusé d'avoir des relations avec l'URSS dans une période où, on le rappelle, les États-Unis, donc le bloc capitaliste, et l'URSS, donc le bloc communiste, se divisent énormément sur leurs idéologies. C'est ce qu'on a appelé plus tard la guerre froide et qui se terminera en 1991. Ces accusations, elles sont donc assez logiquement extrêmement graves et elles sont notamment fondées sur le fait que plusieurs de ces relations soient des communistes avérés, mais aussi sur le fait qu'il ait assisté à plusieurs meetings communistes. Il sera néanmoins soutenu par son confrère Albert Einstein, et à ce jour, encore, rien ne permet réellement de prouver qu'il ait adhéré à l'idéologie communiste. Ce qui ne va pas l'empêcher de perdre son habilitation de sécurité en 1924, habilitation de sécurité qui lui permettait tout simplement d'exercer ses fonctions. C'est au final en 1963 qu'il recevra le prix Fermi en guise de réhabilitation, mais il ne pourra pas reprendre ses activités pendant très longtemps, étant donné que malheureusement, il décédera d'un cancer de la gorge en 1967. Mais ses travaux auront fait basculer le monde de la guerre, mais aussi le monde civil, dans une nouvelle ère, celle qu'on a aujourd'hui, celle du nucléaire. Sur ce, cet article est terminé. Merci de m'avoir écouté. Il fait tout très bien, tout seul. Bravo, Bastien, bravo. Moi, je dis, on applaudir. Hein. On va repartir en musique et puis on va bientôt attaquer la deuxième heure du coup avec plein de rubriques. Cette radio, au top des années 90.